Depuis le début de ce média, j'ai invité de nombreuses spécialistes et expertes, et principalement des psychologues, car elles sont au premier rang de l'univers HPI et neuroatypique. Mais il manquait quelque chose, le point de vue de celles qui pourtant sont présentes dans de nombreux témoignages que je reçois. Les psychologues de l'éducation nationale. De ces psychologues, on connaît très mal la mission, les missions, et comme d'hab, on imagine tout et n'importe quoi. Les récents épisodes de ce podcast sur un certain sociologue qui ne comprenait pas pourquoi les parents allaient voir les psys en libéral alors que l'école avait aussi des psychologues en est un bon exemple. Mais qu'est-ce que la réalité sur le terrain? Et comment font-ils face avec la terrible vague, que dis-je, le tsunami de demandes de diagnostic HPI et de TDAH de la part de parents désireux de faire pression sur les enseignants afin d'asseoir leur élitisme bourgeois? Enfin, non, vous verrez, il n'en est rien. Psst, le tsunami de HPI à l'école, c'est vers la fin. Bienvenue sur Intensément Podcast, je suis Raph, et ceci est le média unique en son genre qui explore l'univers HPI, neuroatypique et compagnie à la recherche des infos les plus fiables possibles avec une ouverture d'esprit critique nécessaire à la compréhension de ces domaines hyper complexes. Et pour cet épisode, notre vaisseau spécial accueille Irène, psychologue de l'éducation nationale à Marseille, qui a bien voulu répondre aux questionnements de mon cerveau bouillonnant. Un entretien incroyablement instructif, vous allez voir, qui va vous faire découvrir une réalité loin, mais très loin de celle que l'on pense. Un épisode qui, encore une fois, voit le jour grâce aux contributeurs et aux contributrices d'Intensément Podcast, que je remercie intensément, du fond du cœur. Le financement participatif, vous le savez, est sa source de revenus. Et si vous voulez que ce podcast continue de vous proposer des épisodes aussi intéressants, je vous propose de m'aider dans mon travail en le finançant, en le soutenant. Il y a un lien unique dans la description de cet épisode et vous pouvez faire une donation ponctuelle ou régulière et ainsi devenir vous aussi membre de notre vaisseau spécial. Bienvenue donc sur ce vaisseau et merci intensément. Tout de suite, l'entretien avec Irène, dont je dois préciser qu'elle a été aussi enseignante pendant 2 ans, donc elle connaît le sujet sous de multiples angles. Elle nous a fait aussi une petite carte mentale hyper intéressante que je mettrai en graphisme pour illustrer cet entretien. Bonne écoute et bonne visionnade. Irène, bonjour, bienvenue sur Intensément. Je suis vraiment ravi de te recevoir parce que ça faisait longtemps que j'espérais avoir l'opinion d'une, parce qu'on dit une psychologue scolaire, je ne sais pas pourquoi, tu vas peut-être nous expliquer. Ça y est, ça commence déjà les questions pièges. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Irène et j'ai 33 ans, je suis psychologue de l'éducation nationale. Psychologue de l'éducation nationale et pas psychologue scolaire. J'exerce à Marseille et cette année, je suis sur 8 écoles, 4 écoles maternelles, 4 écoles élémentaires, ce qui fait à peu près 1800 élèves. Psychologue de l'éducation nationale et pas psychologue scolaire. En fait, psychologue scolaire, c'est l'ancien nom. En 2017, il y a eu un gros changement pour les psychologues dans l'éducation nationale. Il y a eu la création d'un corps de métier qui rassemblait le premier et le second degré. Donc primaire et collège-lycée. Donc avant, au collège-lycée, c'était les conseillers d'orientation psychologues et nous, en primaire, on avait les psychologues scolaires. Mais depuis 2017, on est tous psychologues de l'éducation nationale, mais avec une spécialité différente. Et ça change aussi la formation qui est derrière, parce que les psychologues scolaires, c'était des anciens enseignants. Ils devaient avoir enseigné pendant 5 ans et avoir une licence de psychologie. Alors que maintenant, ce sont des psychologues qui se spécialisent dans l'éducation nationale, donc qui ont 1 an de formation en plus par rapport au master de psychologie. C'est super intéressant ça. Alors déjà, tu démarres avec un truc que je ne savais absolument pas et que je suppose que carrément 95%, je suis gentil, des gens ne savent pas. Ça signifie, donc si je comprends bien, que vous êtes des psychologues à la base, comme vous vous formez comme n'importe quel psychologue, et que vous avez 1 an en plus où vous vous formez avec l'éducation nationale. Alors, avec une petite nuance, parce que moi, je suis titulaire de l'éducation nationale, mais il y a pas mal de contractuels donc, qui sont des psychologues recrutés comme ça sur entretien, comme dans n'importe quel autre domaine. Mais oui, les titulaires ont 1 an de formation en plus dans l'éducation nationale. Quand tu dis il y a des contractuels, ce sont des psychologues libéraux qui font des contrats avec l'éducation nationale ou... Ce sont des personnes qui ont le titre de psychologue, donc qui ont un master de psychologie avec n'importe quelle spécialité, du moment qu'à l'entretien d'embauche, ça se passe bien. Et je pense que c'est renouvelé tous les ans, mais j'ai jamais été contractuelle. Mais à partir du moment où tu es contractuel avec l'éducation nationale, tu peux pas être libéral en même temps.
Si, même les titulaires, ils peuvent demander à avoir une activité libérale à côté. Je sais qu'il y en a qui font ça, par exemple en primaire, comme à Marseille, en tout cas, il n'y a pas de classe le mercredi. Il y en a qui font une activité libérale le mercredi. Mais bon, ça demande des autorisations. Et puis, il faut pas exercer sur le même secteur parce qu'il faut pas croiser l'activité qu'on a dans l'éducation nationale et en libéral. Toi, tu as 8 écoles, ce qui te fait 1000, combien tu es? Un peu plus de 1800 élèves. Comment sont réparties les écoles? Donc, c'est 8 écoles par psychologue ou c'est en fonction du nombre d'élèves? Cette année, notre inspecteur a essayé d'équilibrer à peu près les effectifs, mais l'inspecteur dirige une circonscription. Donc, je pense qu'il doit y avoir une trentaine, quarantaine d'écoles. Là, je me suis retrouvée avec celle qui a le plus d'élèves. Bon, c'est tombé comme ça, mais c'est aussi la taille des écoles. Mais on essaie de répartir à peu près équivalent. Mais c'est pas seulement le nombre d'élèves, il y a aussi quels sont les dispositifs spécialisés qui sont sur les secteurs. Là, je parle des ULIS, unités localisées pour l'inclusion scolaire, qui sont sur certaines écoles et qui permettent à des enfants qui sont dans différentes situations de handicap d'être dans un cursus ordinaire et d'avoir en même temps des enseignements spécialisés adaptés au handicap qu'ils présentent. Ok, et dans ce cas, moi je vois à peu près comment ça se passe avec mon fils. Donc on a des réunions, je ne sais plus comment ça s'appelle, les réunions éducatives ou tout ça, avec les équipes éducatives. Les équipes éducatives avec psychologue, avec le ou la spécialiste qui s'en occupe, puisque lui il est dysgraphique et pas diagnostiqué TDAH, mais bon, son perlé. Et bon, il a tous les symptômes, mais bon, voilà, c'est surtout la dysgraphie. Il est passé par une psychologue scolaire il y a très longtemps, quand il avait 3 ans. Pour déterminer s'il avait des problèmes cognitifs. Bon, là, je commence déjà à dériver. Ben écoute, on va passer à la vraie question, donc comme ça, on ne va pas dériver, hein, s'il te plaît, Raph. Donc, la vraie question qui permet d'avancer dans les connaissances sur les psychologues scolaires, en quoi consiste le processus d'évaluation psychologique en milieu scolaire et comment les résultats sont-ils utilisés pour soutenir les élèves? On a commencé à parler de l'évaluation psychologique dans les écoles. Moi, j'ai jamais fait de libéral, mais je suppose que si la personne, ou dans le cas d'un enfant, si les parents de l'enfant ont simplement envie de voir comment l'enfant fonctionne, ça passe comme objectif et ça s'entend pour réaliser un test de type QI. Mais dans les écoles, en tout cas pour ma part, j'ai besoin d'un véritable objectif et c'est notamment pour les orientations spécialisées, donc notamment les ULIS. Pour orienter un enfant en ULIS, on a besoin d'avoir des chiffres qui disent qui se situent dans le champ du handicap. Après, il y a différents types d'ULIS, mais les ULIS qui sont TFC, troubles des fonctions cognitives, il y a besoin de dire que l'enfant il est à plus de 2 écarts types sous la moyenne et que donc il relève du champ du handicap. Toi, pour l'instant, ta mission, c'est de diriger les élèves vers des ULIS ou c'est autre chose? Les missions des psychologues de l'éducation nationale, elles sont très très larges. Mais en gros, on représente l'expertise psychologique. Donc, c'est un regard différent sur l'enfant. Donc, on est là, effectivement, dans les équipes pour apporter ce regard-là, cette expertise-là. Mais on peut être là dans toutes les situations de crise, toutes les situations qui sont un peu problématiques pour apporter un certain recul aussi. Il peut y avoir aussi des cellules de crise dans les écoles. Il y a des organismes spécialisés qui peuvent intervenir, mais les psychologues de l'éducation nationale sont souvent aussi conviés. Et puis, il y a un vrai travail de réseau à faire avec les partenaires de l'école. Il s'agit beaucoup d'orienter les enfants, pas spécifiquement vers des classes spécialisées, mais aussi vers des partenaires extérieurs de soins. Dire, par exemple, ce type de difficulté-là, ça relèverait plutôt d'un orthophoniste, plutôt d'un psychomotricien. Donc, on est aussi des personnes ressources de ce côté-là. Et puis, on peut même organiser des projets avec les enseignants. On peut faire des interventions en classe sur le thème je sais pas, du consentement. Il y a des tas de choses. Il y a marqué dans nos missions qu'on doit contribuer à l'éducation, à la citoyenneté, au vivre ensemble. On doit contribuer au climat scolaire. C'est vraiment très, très large. Mais effectivement, il y a quand même une grosse partie sur le champ du handicap. On est personnes ressources. Alors, je dis beaucoup ce mot-là, mais il est utilisé beaucoup dans l'éducation nationale. On est des personnes ressources par rapport aux enfants qui ont un dossier à la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Et on a un suivi un peu plus rapproché de ces enfants-là. Donc déjà, quand on constitue le dossier pour une première notification à la MDPH, généralement, il y a un feuillet du psychologue
Alors souvent, moi, je vais juste faire des observations en classe et je rédige, à partir de mes observations, une analyse de la situation, quels sont les besoins de l'enfant. Donc l'évaluation psychologique, c'est souvent surtout l'observation. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont ce dossier-là ouvert, chaque année, il y a une réunion. Ça, c'est les équipes de suivi de scolarisation, ESS. Il y a plein de cycles dans l'éducation nationale. Donc on fait le point sur le projet de l'enfant et sur ce qui est nécessaire. Donc, c'est vachement plus vaste que ce qu'on pense. C'est vrai que moi, dans ma tête, je pensais que c'était uniquement lorsqu'on les appelait, on disait « Hé, il y a cet enfant-là, là, tu peux venir, s'il te plaît ?» Je pense qu'il y a des profs qui s'imaginent que c'est ça aussi. Ah bon? J'ai un peu ce rapport-là avec certains enseignants qui me disaient « Au secours !» Mais bon, il suffit de cadrer, de poser le cadre de travail et on a besoin, les psychologues de l'éducation nationale, de travailler beaucoup avec les parents et des fois les professeurs, ils auraient envie de prendre un peu la place des parents et un peu replacer tout ça parce que c'est beaucoup aux parents de faire la demande finalement. J'interromps cet entretien pour une petite précision de la part d'Irène qui m'a transmis cela par écrit. Toute évaluation cognitive dans l'éducation nationale ne vise pas à déterminer uniquement un handicap ou exceptionnellement des sauts de classe. Il y a un gros pan du travail qui concerne les orientations SEGPA, section d'enseignement général et professionnel adapté, et c'est un champ de la difficulté scolaire mais pas du handicap. Irène me précise que cela va souvent se retranscrire avec des résultats moyens faibles et un quotient intellectuel aux alentours de 80, à nuancer selon les domaines de force et faiblesse bien entendu. Cela peut même arriver que le quotient intellectuel soit dans la moyenne, 100, mais que les difficultés scolaires soient quand même importantes pour d'autres raisons. La SEGPA, cela permet de retravailler des bases en français et maths, au collège par exemple, quand on a environ 2 ans de retard sur les acquis scolaires, et de s'orienter plus précocement vers un métier, parce que quand on rame à l'école, on n'a pas forcément envie d'y passer trop de temps. Et Irène précise aussi que dans les collèges et lycées, c'est un peu différent. Il y a des pratiques relativement diverses. Par exemple, ils ne font pas d'observation en classe. Et ils doivent aider sur l'orientation professionnelle des élèves. Et je remercie Irène pour ces précisions. On continue l'entretien. Comment ça se passe en général, le processus? Ce sont les parents ou c'est les enseignants qui contactent les parents? Enfin, peu importe. Et ensuite, ils te contactent toi. Alors, dans l'idéal, il faudrait qu'on ait tous des téléphones professionnels, mais on n'a pas encore ça. Alors moi, cette année, j'affiche mon mail professionnel devant les écoles et donc l'idéal, c'est que les parents puissent me contacter par mail. Alors je sais qu'ils n'ont pas tous accès à des mails, donc quand c'est pas le cas, moi, je peux les joindre depuis le téléphone des écoles, mais c'est tout un micmac pour protéger la confidentialité, pour m'organiser, pour savoir où me mettre pour passer les coups de téléphone. Enfin, il y en a qui prennent des téléphones professionnels sur leur propre argent, mais bon. En fait, ça veut dire que les parents peuvent te contacter directement sans passer par les enseignants. Ah oui, c'est l'idéal. Après, les enseignants aussi peuvent me contacter pour des situations qui mettent à mal leur gestion de classe. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va prévoir une équipe éducative, une réunion pour faire le point sur la situation. Et moi, avant la réunion, je vais aller voir ce qui se passe dans la classe pour me faire ma propre idée. Et ensuite, quand on en parle tous ensemble, on peut décider que j'ai une intervention un peu plus poussée si besoin, de type bilan psychologique par exemple, ou de type entretien avec l'enfant. Et est-ce que tu as des parents qui te contactent directement en disant « je voudrais avoir un bilan psychologique pour mon enfant ». Oui, ça arrive, oui. Moi, je leur demande la raison s'ils ne me la donnent pas, parce que je ne fais pas de bilan sans raison. Alors, ça peut être parce que l'enfant a beaucoup de difficultés et qu'ils ont besoin d'y voir plus clair, d'avoir une vue d'ensemble sur ces difficultés-là. Récemment, il y a une maman qui m'a contactée. Sa fille, effectivement, a plusieurs diagnostics, dysgraphie, tout un tas de 10. Et cette maman veut faire un dossier MDPH, mais elle, pour elle-même, elle a besoin de faire le point sur les difficultés, les points forts de sa fille, parce que les bilans, ça sert aussi à soulever les points forts. La MDPH, il demande des bilans neuropsychologiques, surtout pour les orientations spécialisées. Après, le plus classique, c'est des demandes d'AESH, donc accompagnants pour les élèves en situation de handicap. Avant, on les appelait les AVS, les aides humaines. Les aides humaines qui sont à côté des élèves pendant la classe. Voilà, et pour ça, il n'y a pas besoin de bilan psychologique complet. Il y a juste besoin qu'on cible précisément les besoins. Par exemple, cet enfant-là, il n'arrive pas à écrire au rythme des autres camarades. Il faut quelqu'un qui écrit sous sa dictée. Ou alors, cet enfant, il n'arrête pas d'avoir son attention attirée par autre chose. Il faut quelqu'un qui puisse le ramener à la tâche constamment.
Ou alors des enfants qui se mettent en danger parce qu'ils peuvent s'enfuir, ou qui peuvent mettre en danger les autres en ayant des crises de colère. C'est des situations à évaluer au cas par cas et voir qu'est-ce que l'AESH pourrait apporter dans ces situations-là. À chaque fois, lorsque tu es contacté, tu réalises ce qu'on appelle donc une évaluation psychologique. Moi, ce que j'appelle évaluation psychologique, ce serait plus du côté bilan normé. Souvent, je réalise un simple compte-rendu d'observation. C'est le plus rapide, c'est ce qui me permet de couvrir les 8 écoles de façon la plus efficace. Après, oui, quand il y a besoin de creuser plus, là, il y a un bilan qui est effectué, oui. C'est quoi que tu appelles bilan normé, c'est-à-dire ? Je parle de tests étalonnés, de tests sur lesquels ma subjectivité va avoir un peu moins d'impact. Donc, le plus connu, c'est la WISC. Test de quotient intellectuel, donc. Moi, par exemple, il y en a un que j'utilise un peu plus parce qu'il est plus rapide à faire passer et il commence à un âge légèrement plus jeune. C'est la NEMI, Nouvelle Échelle Métrique de l'Intelligence. Là, on est à la 3e version. Et c'est un test qui est français, contrairement à la WISC. La WISC a été étalonnée en France, mais à la base... il est américain. Mais donc, il y a l'évaluation de l'intelligence. Après, au cas par cas, c'est arrivé que je fasse passer des questionnaires concernant l'anxiété. Et pareil, ça permet de comparer aux enfants du même âge sur plusieurs types d'anxiété, anxiété physiologique, anxiété, sensibilité à l'environnement. Alors, il y a plusieurs sous-domaines à chaque fois. Mais voilà, il y a aussi des questionnaires donc, qui sont faits pour que des observateurs... donc ça va être soit les parents, soit les enseignants, soit les deux. Il y a même certains questionnaires qui impliquent aussi l'enfant, donc auto-évaluation. Et pareil, de comparer aux enfants du même âge, sous-domaine par sous-domaine. En gros, en priorité, en plus des observations, tu fais donc ce test de quotient intellectuel, donc on va l'appeler comme ça pour que les gens comprennent mieux. Est-ce que c'est ce qu'on te demande à l'éducation nationale ou est-ce que c'est ta formation qui te dirige vers ça ? C'est vraiment par rapport à l'objectif qu'on se fixe. Typiquement, si c'est pour une orientation spécialisée, là, c'est indispensable parce qu'il leur faut à la MDPH, ils réclament des chiffres et voilà pour qu'on qu'on soit dans le cadre. Après, elles sont intéressantes ces évaluations cognitives parce que ça se rapporte beaucoup au potentiel de l'enfant au niveau scolaire, mais il y a pas que ça. Le domaine affectif qui joue beaucoup. L'enfant, c'est pas juste un cerveau, il a toute une vie affective autour et évidemment que si à la maison ça se passe pas bien, que s'il y a des difficultés économiques, s'il y a des difficultés dans les relations avec ses parents, avec ses frères et sœurs ou je ne sais pas, il est évident que ça va avoir un impact aussi sur son travail, sur ses apprentissages. Je peux avoir simplement une intervention pour orienter vers d'autres professionnels. Ou alors je peux commencer aussi à poser quelques jalons. Souvent, je ne vais pas pouvoir de toute façon réaliser un suivi complet parce que j'ai un secteur trop important. Mais là, du coup, j'oriente. Donc ça t'arrive très souvent de réorienter au final les parents vers des psychologues libéraux pour continuer leur exploration et tout ça donc. Oui. Mais j'ai beaucoup de parents qui me contactent pour leurs enfants qui sont trop angoissés, mais par rapport à l'école, ça arrive des périodes où les enfants, au moment de partir à l'école, par exemple, vont se mettre à pleurer ou à avoir... souvent, ils somatisent beaucoup, les enfants, ils vont avoir des maux de ventre au moment de partir à l'école, envie de vomir. Alors après, si vraiment ça se transforme en ce qu'on appelait avant phobie scolaire, maintenant on va plutôt dire refus scolaire anxieux, parce que c'est pas vraiment de la phobie. Mais si ça se mute vraiment en quelque chose où il y a un risque de déscolarisation, au niveau de l'école, on peut intervenir pour faire un protocole d'accueil spécifique. Là, j'ai toute ma place aussi pour essayer de définir qu'est-ce qui va rassurer le plus l'enfant, pouvoir l'accueillir au mieux chaque matin. Mais après, effectivement, si c'est des angoisses qui restent gérables et que l'enfant réussit quand même à aller à l'école, mais qu'il a besoin d'échanger sur ces angoisses. Là, ça arrive que je vois l'enfant un petit peu en attendant qu'il voit quelqu'un à l'extérieur. Mais oui, c'est beaucoup de réorientation. Au final, de toute manière, si j'ai bien compris, par exemple, pour ce qui concerne les diagnostics TDAH, vous n'êtes pas habilité à le faire ? Oui, les diagnostics, c'est les médecins. C'est les médecins. Si un enfant arrive, que tu constates dans ton expérience et avec les évaluations qu'il serait plutôt autiste ou TDAH, qu'est-ce que tu dis dans ces cas-là ? Comment est orienté le compte-rendu de ton bilan ? Qu'est-ce que tu dis aux parents, aux enseignants ou à l'équipe éducative ? Entre autisme, TSA et
Et TDAH, ça donne souvent pas du tout les mêmes processus parce que le TSA, donc les troubles du spectre autistique, ça se repère souvent dès la petite section de maternelle. Ce qui se passe souvent, c'est en début d'année, les enseignants qui m'appellent, qui me disent au secours, et un enfant là qui est complètement en dehors du groupe, qui répond pas à son prénom, qui peut s'enfuir de la classe, que j'arrive pas à gérer. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Alors souvent, déjà, il faut que les parents soient OK pour monter un dossier MDPH. Alors, si l'enfant se met en danger, c'est indispensable de pouvoir demander une aide humaine, ou s'il met en danger même les autres. Mais en attendant, on fait souvent des emplois du temps adaptés. Mais de toute façon, ça passe par des réunions. Et donc, au préalable, moi, je vais observer l'enfant en classe. Mais après, il y a aussi l'intervention de la PMI, donc la protection maternelle et infantile. Là, ils ont des médecins et des infirmières puéricultrices qui passent en classe de maternelle et puis qui reçoivent l'enfant et les parents. Et donc là, il peut y avoir un diagnostic aussi au sein de l'école, mais je n'interviens pas au niveau des diagnostics, moi. Simplement, dans mes observations, souvent, je mets des mots-clés. Je mets, tiens, cet enfant, il semble avoir des intérêts très, très spécifiques, peut-être un peu restreints. Donc, je mets ces mots-là qui font partie des critères diagnostiques du TSA, par exemple. Mais j'illustre pourquoi je mets ces mots-là. Et le TDAH, souvent, c'est un peu plus tard. C'est plutôt quand ils sont au CP et qu'on leur demande de rester assis sur leur chaise que ça se passe mal. Et là aussi, c'est souvent l'enseignant qui dit au secours. Au secours, il y a un élève là qui n'arrive pas du tout à rester focalisé et qui m'interrompt tout le temps. Mais on n'est pas sur de la mise en danger. L'urgence, elle est un peu moins élevée quand même. Et on a quand même plus le temps d'en parler. Et au niveau du TDAH, moi, parfois, je propose l'échelle de Brown, qui est un des questionnaires que j'évoquais tout à l'heure. Pour les plus petits, c'est l'enseignant et les parents qui remplissent le questionnaire selon ce qu'ils observent. À partir de 8 ans, il y a aussi l'enfant qui remplit sa partie à lui. Et donc là, on a une idée de la manière dont il peut se mettre au travail, en fait, de différentes fonctions exécutives. La manière dont l'enfant réussit à entrer dans la tâche, à rester dans la tâche, à pas se laisser distraire. Enfin, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Il y a aussi quelques éléments sur sa gestion des émotions. Bon, il y a pas mal de sous-domaines. Et en gros, s'il y a des difficultés, en tout cas, s'il y a pas mal de soucis observés dans beaucoup de domaines, on peut se dire que ça vaut le coup de pousser l'investigation pour voir s'il n'y a pas un TDAH. Et là, j'oriente vers un neuropédiatre avec les résultats du questionnaire. C'est ce qu'on a compris avec ce podcast. Alors, je ne savais pas qu'il s'appelait comme ça, le questionnaire, parce que je ne connais pas exactement tous les trucs, mais effectivement, dans la détection du TDAH, il est préférable, surtout pour les enfants, d'avoir l'avis des parents, l'avis des enseignants pour exactement ce que tu as décrit, pour avoir les différents aspects dans divers espaces de la vie. Et le top, c'est aussi de réaliser une évaluation de l'attention, mettre l'enfant en situation où il va devoir utiliser différents types d'attention. Attention auditive, attention visuelle, attention divisée. Alors moi, j'ai pas ce test, j'ai juste observé, mais je l'ai jamais fait passer moi-même. Mais là, c'est plutôt des psychologues, des neuropsychologues en libéral ou si on a de la chance en CMP, CMPP. Oui, non, mais c'est important parce que dans la controverse que j'ai remuée cette semaine, il y avait cette idée que, ouais, en fait, les gens, ils se font détecter, identifier ou diagnostiquer par les neuropsychologues libéraux. Et enfin, le sociologue disait, c'est le pouvoir aux neuropsychologues libéraux. Mais en fait, les psychologues de l'éducation nationale n'ont pas le temps de tout faire et puis ils n'ont pas le moyen de tout faire. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes à la fois en amont, on a un amont ou en aval? Je sais jamais. Oui, en amont. Vous êtes à la fois en amont parce que c'est avant. Oui, voilà, parce que c'est grâce souvent à l'enseignant que vous arrivez à détecter des problèmes. Et puis ensuite, s'il faut aller plus loin, s'il faut faire certains tests, s'il faut aller dans une détection plus précise, puisque vous n'allez pas marquer il est TDAH ou il est autiste, eh ben, il faut passer par quelqu'un d'autre, par un psychologue ou psychiatre libéral. Et donc, je ne vois même pas où est la controverse, mais bon. Après, il y a aussi par exemple, à Marseille, on a des choses dans le public aussi qui évaluent tout ce qui est troubles des apprentissages et TDAH. Il y a le CERTA, le Centre de référence des troubles des apprentissages,
eux, ils effectuent des évaluations très complètes parce qu'ils ont des psychologues spécialisés en neuropsychologie, des orthophonistes, psychomotriciens et des médecins. Et donc, ils vont avoir une évaluation très complète. Et bon, ça, c'est le top. Oui, mais bon, voilà, il faut aller à la capitale, à Marseille, quoi, pour avoir des trucs comme ça, parce que sinon, faut aller dans la plus belle ville du monde, parce que sinon, Oui. dans le reste de la France, il n'y a pas. Non, il y en a. Il y a des grands centres comme ça, un petit peu. Il y a des grands centres, mais par expérience, que ce soit pour le TDAH comme pour l'autisme, les gens galèrent à avoir des rendez-vous dans ce genre de centre-là. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, et certaines fois, ils sont assez pressés. Et donc, c'est un peu ça le problème. Mais en tout cas, vraiment, c'est super. Ça rend tout ce que tu dis, je trouve que ça rend vraiment tout ça plus humain. Et avant qu'on mette les pieds dans le plat du quotient intellectuel et du HPI, et d'autres questions, est-ce que tu voudrais préciser des trucs ou pas? Oui, peut-être préciser que les psychologues dans l'école, il y a toujours le risque de transformer l'école en un lieu de soins, et c'était pas pensé comme ça au départ. On doit vraiment intervenir sur la sphère des apprentissages, du scolaire, et on ne doit pas transformer l'école en un lieu qui propose des diagnostics et ce genre de choses. Excuse-moi de te couper, mais c'est exactement l'objet de la controverse. C'est-à-dire là, si j'avais eu ton témoignage avant, je l'aurais mis, parce qu'en fait, le sociologue, il dit carrément, tout ça, ça peut se faire directement à l'école, en fait. Bah, après, je pense que ça peut se discuter, hein, et puis je pense aussi que tous les psychologues de l'éducation nationale ne seront pas forcément de mon avis. Moi, je pense que l'école, ça doit rester un lieu où on apprend et pas un lieu où le médical rentre. Il rentre un peu, hein, il rentre toujours un peu, mais de la même manière que toutes les sphères de la vie de l'enfant rentrent dans l'école. Mais ça doit pas se transformer en autre chose. L'objectif principal, il est que les enfants ils aient un lieu pour s'enrichir intellectuellement et socialement et plein de choses. Oui, mais enfin, il y a tous ces histoires d'aménagement. Je suppose que les psychologues de l'éducation nationale font partie de l'équipe qui décide de ces aménagements, peut-être, ou pas, je ne sais pas. Ou c'est juste les enseignants qui se fient aux directives, par exemple en ce qui concerne l'ordinateur, en ce qui concerne l'AESH, en ce qui concerne, je ne sais pas, le temps de repos, ou les trucs comme ça. Pour moi, il y a surtout 2 catégories. Il y a la catégorie où on a besoin de la MDPH, tout ce qui est ordinateur, AESH, c'est la MDPH qui décide. Donc de toute façon, il faut monter un dossier, il faut que les parents soient partie prenante parce que c'est eux qui envoient le dossier. Et puis, il faut qu'il y ait un suivi extérieur, il faut qu'il y ait eu tout un tas de bilans. Il faut que la MDPH voit qu'il y a effectivement des difficultés qui sont montrées par différents spécialistes. Mais après, il y a des adaptations que l'enseignant va réaliser en classe de manière un peu automatique. Automatique, c'est tout un métier. Mais je veux dire, un enfant qui a du mal à écrire, par exemple, il va pas avoir la dictée complète, il va avoir une dictée à trous. Et ça, c'est l'enseignant qui va décider cas par cas. Des fois, je peux indiquer, peut-être que on pourrait essayer ça en classe, peut-être que ça pourrait marcher, mais j'impose rien à l'enseignant et il a sa liberté pédagogique. Donc finalement, la question se pose pas tellement. Et généralement, il y a quand même un respect mutuel du métier de l'autre et on s'écoute. Oui. Mais alors, donc, c'est un point positif, parce que tu parlais de médicalisation de l'école, mais quelque part, après ça, c'est mon avis, et toi, tu as peut-être ton avis, et les autres psychologues ont notre avis, mais pour moi, il me semble que cette médicalisation, elle est quelque part nécessaire, cette adaptation à chaque élève, quelque part, même si c'est vachement plus lourd que l'école d'avant, où il n'y avait pas toutes ces adaptations. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on ne parle pas en termes de diagnostic dans l'école, on parle en termes de besoins. Donc, finalement, les enseignants, par exemple, ça les rassure d'avoir un diagnostic posé. Bon, les parents aussi, évidemment, mais les parents, après, eux, ils ont davantage leur mot à dire là-dedans. Normalement, sur le lieu de l'école, on n'a pas forcément accès au diagnostic. Et c'est pas à partir du diagnostic qu'on doit travailler. De toute façon, c'est par rapport aux besoins que va présenter l'enfant dans des conditions de travail. Si l'enfant n'arrive pas à suivre la classe en étant dans les mêmes conditions que les autres, ça veut dire qu'il faut changer ces conditions-là, c'est tout. Et donc, il faut définir quels sont les changements à effectuer.
D'accord, c'est très bien dit. Donc, on parle d'enfants à besoins particuliers. Qui c'est qui met le tampon sur l'enfant? Tu disais plus ou moins que c'est plutôt la MDPH qui décide ça, alors, au final, ou c'est l'éducation nationale qui décide? Non, la MDPH, elle va définir le handicap. Après, juste nuancer, parce que c'est un peu un gros mot, le handicap, et c'est une situation qui fait que l'enfant, à ce moment-là, a vraiment trop de difficultés, qu'il lui faut une aide de la MDPH. Mais effectivement, le besoin particulier, oui, ça définit juste un enfant qui ne parvient pas à faire ses apprentissages, à apprendre dans les conditions qu'on lui propose actuellement. Donc, il a des besoins qui diffèrent un peu des autres, puisque les autres, dans ces conditions-là, ils réussissent à apprendre. Donc, c'est juste ça. Finalement, c'est pas tellement une case. C'est juste, à ce moment-là, on dit, tiens, là, il y a un besoin particulier, ou alors, tiens, il a besoin d'aller voir l'orthophoniste. C'est aussi un besoin particulier. Bon. D'accord, c'est très bien. Je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui ont un brouillard autour de ça, qui ont des préjugés aussi, qui ont des idées fausses sur tout votre boulot, sur tout ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale et des écoles, surtout. Et là, je trouve que tu défriches pas mal ça. Alors, on va mettre d'un seul coup les pieds dans le plat en parlant du HPI et de ce fameux test, en tout cas, pas forcément les tests que tout le monde connaît, mais des tests de quotient intellectuel, en tout cas, ou des tests d'intelligence. Moi, je préfère évaluation cognitive. Je préférerais moi aussi parler, moi aussi c'est ce que j'essaie de dire, parce que je ne sais pas si ça correspond à l'intelligence, mais en tout cas, l'évaluation cognitive, c'est très bien. Alors, est-ce qu'on te propose souvent donc, des évaluations des enfants en disant, lui, il est ou elle est au potentiel intellectuel ou elle serait au potentiel intellectuel? Est-ce que ça t'arrive? Ça arrive aussi souvent que ça. Ça m'arrive pas si souvent. Des fois, les enseignants, leur petite idée, lui, il est sûrement au potentiel. Mais après, si tout se passe bien, il n'y a aucune raison que j'intervienne. Il y a pas de besoin particulier, qu'il n'y a pas besoin non plus qu'on aménage dans le sens de sauter une classe, par exemple, ou en tout cas accélérer le programme. Moi, je n'ai pas spécialement à intervenir. Enfin, personne, si l'enfant se sent bien, voilà. Après, il y a le cas des sauts de classe. Parfois, on me demande effectivement un avis parce qu'on n'est pas tout à fait certain. Et oui, l'évaluation cognitive, soit complète, soit en partie. Ça m'arrivait de réaliser quelques subtests, quelques épreuves seulement pour pouvoir orienter un peu l'école, dire oui, là effectivement, cet élève-là me semble prête à entrer dans la classe supérieure, mais de toute façon, il faut que les acquisitions scolaires y soient. Si c'est un élève qui est en CM1 et qu'on voudrait voir en CM2, il faut qu'elle soit au niveau, qu'il soit au niveau. Après, ça m'est aussi arrivé que des médecins me fassent passer des espèces de certificats, des fois faire passer un WISC par la psychologue scolaire. Alors, normalement, c'est le psychologue qui décide de ses outils et de ses interventions. Donc, mais je pense que tous les médecins ne sont pas au courant. Si on interprète ça serait plutôt, dans ma tête, c'est comme ça que je l'interprète, plutôt les parents qui font une sorte de pression au médecin qui envoie l'ordonnance. Je ne pense pas qu'un médecin fasse ça. C'est possible, tu crois? C'est pas forcément les parents qui font pression. J'avais eu une année, une maman. Alors elle était hyper angoissée, mais plus par rapport à un éventuel TDAH. Mais en fait, son fils elle le trouvait très très distrait à la maison. Elle trouvait qu'il écoutait rien de ce qu'elle disait, et elle s'inquiétait pour l'école. Bon, apparemment à l'école ça se passait bien, mais bon, elle était très très inquiète. Et elle était allée voir le neuropédiatre et lui, il avait mis suspicion de TDAH et de HPI parce que je pense qu'il raisonnait par rapport au fait que l'enfant s'ennuyait. Et là, j'avais reçu la maman et c'était aussi pour atténuer son angoisse à elle. Mais donc, j'avais fait passer ma fameuse échelle de Brown. Et puis aussi, j'avais fait un WISC mais il avait un niveau intellectuel dans la moyenne. Là, on m'a sollicité pour un enfant qui est en grande section. On se demande s'il va pas sauter le CP l'an prochain. Mais un truc rigolo, le papa m'a dit que ce petit garçon, il a appris les lettres avant d'apprendre à parler parce qu'il avait un jeu. Et donc, il a su le nom des lettres avant de savoir les mots. Donc, on verra ce que ça donnera au niveau d'évaluation cognitive. Mais oui, l'enseignante, elle sait pas trop parce elle sait pas trop quoi lui donner pour le nourrir intellectuellement. Et donc, Mais tu viens de dire, ce n'est donc pas systématique qu'on passe un test de quotient intellectuel pour un saut de classe. Non.
Pas systématique, non. On peut proposer un type de classe pour un élève s'il a toutes les acquisitions. Ça dépend de ce que l'inspecteur va définir. Il y a certains inspecteurs qui vont exiger systématiquement un bilan du psychologue, mais de mon avis, ça se justifie pas forcément. L'enfant n'a pas besoin d'être haut potentiel pour avoir les acquisitions. Les connaissances dont il a besoin, oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Il peut très bien être curieux, motivé, et avoir une bonne intelligence. Il n'y a pas besoin qu'il soit forcément HPI. C'est ça l'histoire, effectivement. Donc, on peut voir ça. Mais donc là, pour l'instant, tu confirmes. J'ai l'impression, moi, que depuis tout à l'heure, il n'y a pas de vague de parents qui débarquent en te demandant, en disant aux enseignants mon enfant est HPI, il n'y a pas de ça. Non, mais peut-être si on était sur... Je me dis que ça doit être plus dans les milieux très aisés qu'il y a ce genre de demande. C'est intéressant ce que tu dis. Pourquoi tu te poserais cette question-là ? Moi, je l'entends beaucoup dans le milieu. C'est plutôt les enseignants qui en parlent du HPI. Et des fois, en salle des maîtres, j'entends ah oui, ton fils, il a du mal en classe, tu devrais le faire tester, il est sûrement HPI. D'accord. Il y a un peu les clichés comme ça qui sont ancrés chez certains enseignants, mais les parents venant, je ne l'ai pas tellement vu. Et peut-être même des fois, c'est une crainte. Mais récemment, on m'a parlé d'un enfant qui fait un peu n'importe quoi en classe, qui parfois peut pousser des cris d'animaux, des choses comme ça. Et donc, j'ai proposé à la maman de faire, d'un côté, de faire ce questionnaire, voir au niveau TDAH, mais de l'autre côté aussi, peut-être voir si c'était pas parce qu'il s'ennuyait qu'il trouvait des manières originales de passer le temps. Et donc, peut-être une évaluation cognitive. Mais tout de suite, elle m'a dit « Ah non, mon fils, il n'est pas plus intelligent que les autres. » Bon, d'accord. Oui, moi j'ai rencontré une mère de l'école de mon fils qui avait peur que son enfant soit HPI vu tous les problèmes que ça génère. Donc, vu les souffrances que ça génère. Une autre précision, vous le savez puisque vous suivez ce podcast, le HPI, que ce soit chez les adultes ou chez les enfants, n'est pas source de problèmes statistiquement. Et puis, vous le savez aussi, de nombreuses études et méta-analyses montrent que avoir un haut quotient intellectuel pour un enfant, c'est plutôt un prédicteur d'une bonne scolarité. On continue l'entretien, on va passer au QI. Selon toi, l'environnement social dans lequel les écoles sont, tu en as quand même 8, c'est plus ou moins quoi, classe moyenne, classe populaire, classe aisée? À Marseille, c'est assez mixte finalement. Enfin, j'ai jamais exercé dans vraiment les beaux quartiers de Marseille, donc je suis toujours avec des classes sociales assez différentes finalement. Mais c'est vrai que oui, même de la part des classes aisées, j'ai pas ce type de demande en fait. Ça émerge plutôt dans les discours des enseignants finalement. Et tu as rencontré, tu as eu donc l'occasion dans ta pratique en école d'avoir un enfant et de découvrir qu'il était à haut potentiel intellectuel après le test? T'es pas obligé de dire oui. Je crois pas vraiment là. Hein. J'ai eu des cas où ils avaient vraiment, où il y avait certaines épreuves où ils avaient cartonné, mais qu'il y ait un haut potentiel global, non, ça m'est pas arrivé. Mais c'est assez rare que j'évalue des enfants qui ne sont pas en difficulté. Donc, bon. Et oui, exactement. Mais non, mais c'est important à dire. Ouais, c'est important à dire parce que je sais pas où c'est qu'il y a. Je me pose la question de savoir s'il y a vraiment des psychologues de l'éducation nationale, parce qu'il ne faut pas dire psychologue scolaire, je vais arrêter, je vais ravaler le mot. Et je me demande s'il y a des psychologues de l'éducation nationale qui font vraiment passer des tests de quotient intellectuel ou d'évaluation cognitive pour savoir si un élève est HPI, je ne sais pas. Ça m'étonnerait. Dans le cadre d'un saut de classe, je pense que ça va être sur les exigences de l'inspecteur, de l'inspectrice. Tu m'as contacté au départ au sujet de la vidéo sur le quotient intellectuel hétérogène, si on devait donner le score ou pas. Tu m'avais donné quelques détails et tu me donnais aussi quelques explications pour lesquelles ça serait peut-être mieux de ne pas donner le score en tout cas. Alors est-ce que tu pourrais préciser ce que tu m'avais expliqué? J'ai trouvé ça super intéressant et super pertinent. Je disais qu'il y a quand même, on peut trouver des critères pour définir si c'est trop hétérogène pour que le score de QI soit vraiment interprétable, en tout cas qu'il ait une pertinence. Moi, j'utilise un webinaire qui avait été fait à propos de la WISC 5 par Georges Cognier,
Je crois que c'était Comprendre et interpréter WISC 5. C'est une association APPEA sur la psychologie de l'enfant et de l'adolescent qui fait des webinaires régulièrement. Et donc là, on avait un critère assez simple. C'était s'il y a plus de... Donc, je crois que c'était 40 points d'écart entre donc, l'indice de compréhension verbale et l'indice de raisonnement fluide, donc qui sont 2 indices qui interviennent principalement dans le calcul du QI. S'il y a plus de 40 points d'écart entre ces 2 indices-là, ça veut dire que c'est trop rare pour que ce soit pertinent de donner un chiffre global. Et ça correspond, je crois, à moins de 6% des enfants. C'était quelque chose comme ça. Bon, après, c'est des critères qui sont forcément un peu arbitraires. Où est-ce qu'on met la limite Donc là, ils ont proposé cet écart-là. Mais effectivement, c'est par rapport aux critères de rareté qu'on va choisir. Mais les psychologues se posent beaucoup cette question-là de est-ce que là, je peux interpréter le QI? Je vois beaucoup passer la question sur mes réseaux sociaux de psy. Et puis, il y avait cette question, oui, de l'éthique. Mais du coup, ce que je disais, c'est que oui, quand il y a un haut potentiel, c'est valorisant de donner le chiffre. Quand on est à l'autre extrême, moi, ça m'est arrivé d'avoir des résultats extrêmement bas et l'enfant était déjà dans des dispositifs spécialisés, il s'était déjà adapté et je voyais pas forcément l'objectif d'enfoncer avec un chiffre que je trouvais très très bas. Mais de toute façon, c'est pas les chiffres qui vont vraiment compter, c'est l'analyse clinique aussi qu'on va en faire. On observe l'enfant pendant qu'il réalise son test. Et là, c'est un enfant qui avait de grosses difficultés de compréhension. Quand je lui donnais une consigne, il fallait vraiment des démonstrations multiples. Il fallait l'accompagner vraiment pas à pas, et c'était souvent pas suffisant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il a compris à moitié, alors que c'est vraiment fait pour pouvoir apporter le plus d'éléments de compréhension possible. C'est là qu'on va définir les besoins, en fait, plutôt que donner des chiffres qui vont pas apporter grand-chose. Je comprends, mais c'est bien parce que moi je trouve ça très bien tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, est-ce que tu fais face à de nombreuses idées fausses, que ce soit à HPI et dans tout le reste, hein? Parfois, en salle des maîtres, oui. Tu vas pas le répéter tout le temps, sinon ils vont plus t'aimer. Alors, comment non mais le montage. Ah non, mais je veux pas taper sur les enseignants. Je trouve qu'ils font un métier qui est pas facile. On leur demande de gérer en même temps un groupe, en même temps de différencier. Ils ont pas mal d'injonctions contradictoires. C'est pas simple. Mais effectivement, la population enseignante, pas tous, mais certains. Moi, c'est des enseignants que je côtoie le plus. Mais certains, en salle des maîtres, en parlant, ils vont. Par exemple, cet enfant, il est au potentiel. C'est qu'il est aussi sûrement autiste. Ils font des liens comme ça qui n'ont pas forcément lieu d'être. Ou alors des fois, ils s'aventurent sur le terrain du diagnostic. Ils vont dire moi, je sais ce que c'est que le TDAH parce que j'ai déjà eu un enfant diagnostiqué TDAH dans ma classe. Donc, je peux dire que lui, il est TDAH, alors qu'ils connaissent pas les critères diagnostiques, mais ils vont faire des comparaisons entre des choses qu'ils ont observées. Mais parfois, c'est pas forcément pertinent. Ça peut l'être, mais parfois, ils se basent sur des critères qui n'ont rien à voir avec le diagnostic. Il n'y a pas des formations je ne sais pas, pour les enseignants, justement données par les psychologues, ça ne serait pas bien qu'il y ait des journées de formation, enfin des journées peut-être pas, parce que je sais que tout le monde a un emploi du temps chargé, mais en tout cas des petites formations sur chacun de ces points, justement. Il y a vaguement, je pense, ça évolue beaucoup la formation des enseignants, donc je voudrais pas trop. Mais il y a des enseignants spécialisés par contre qui eux sont beaucoup plus formés sur ces points-là, et eux, j'entends pas d'idées reçues de leur part. Ok, écoute, est-ce que tu voudrais préciser quelque chose, lancer un message, une bouteille à la mer ou autre? On a peut-être oublié des choses et à cause de moi, c'est un peu parti dans tous les sens, mais je m'en excuse. Simplement préciser que les psychologues de l'éducation nationale, ce qui est très spécifique, c'est que on va venir de pas mal d'endroits différents. Souvent, c'est des psychologues qui ont exercé dans d'autres lieux et qui ensuite viennent dans l'éducation nationale. Et on a des formations de base très différentes aussi. Et donc, moi, ce que je dis, ça n'implique pas tout le monde parce qu'on va avoir des regards très différents et je pense que c'est très riche aussi pour la pratique. Mais je voudrais pas qu'on soit tous mis dans le même plat. Et moi, j'ai une approche aussi, je sais, un peu neuro des fois.
même si j'ai pas une formation neuro, mais bon, c'est des choses qui m'intéressent. Et il y en a qui vont être beaucoup plus dans le côté socio-affectif. Enfin, moi, j'essaye aussi, hein, mais bon, c'est sûr qu'on ne peut pas être partout à la fois. Et bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Voilà, alors cet entretien tombe bien, puisque une news importante, les psychologues de l'éducation nationale appellent à la reconnaissance professionnelle de leur statut, avec une pétition que je mettrai bien entendu en lien. Merci Irène pour cet entretien chaleureux. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser, n'oubliez pas s'il vous plaît de faire les gestes qui aident, selon vos moyens bien entendu. Je vous en remercie intensément. Sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud, chaud, chaud.